En 2015, la base aérienne de Tours fêtera son 100e anniversaire. On en profite et avec un peu d'avance, on se pose sur cette base qui compte chaque jour 2000 personnes. L'occasion d'approcher d'un peu plus près les Alpha Jets. Drôle d'oiseau ce matin pour m'accueillir. Une nuée d'Alpha Jets prête à décoller depuis cette base militaire qui nous ouvre ses portes et c'est pas si fréquent. J'ai rendez-vous avec le colonel Cyril Duvivier. Avec un père aviateur dans le transport et une mère convoyeuse de l'air, tout laisse à croire qu'il était prédestiné. Et pourtant, lui se voyait plutôt agriculteur. Le déclic se fera juste à la fin des années lycée. Aujourd'hui, le colonel Duvivier commande la BA 705. Les missions de cette base sont multiples et la première d'entre elles est de contribuer à une mission permanente qu'a l'armée de l'air. L'armée de l'air a deux missions permanentes. La première étant la dissuasion, que tout le monde connaît, et la deuxième étant ce qu'on appelle dans notre jargon la posture permanente de sûreté, qui consiste à assurer la souveraineté de notre espace aérien national et donc à être en mesure, à tout moment, d'intervenir si une intrusion s'y déroulait. La deuxième mission, c'est bien sûr celle que les gens voient le plus, c'est celle de la formation des pilotes de chasse. Ici, on forme des pilotes et des navigateurs de combat, donc on forme des équipages de chasse. L'école de chasse était un Meknès. On formait les pilotes là-bas et Meknès s'est arrêté en 61. Et d'où l'histoire de cet insigne, où vous avez l'étoile chérifienne du Maroc, avec la cigogne de Guilmer, pilote de chasse, donc, qui est un peu le saint des pilotes de chasse, hein, Guilmer qui est mort en 1917, et qui avait pour emblème la cigogne, et donc l'école de chasse a pour emblème l'étoile chérifienne du Maroc et la cigogne de Guilmer. Pour commencer, on fait le tour avion avec le pilote. Nous, le matin, on fait notre visite journalière pour vérifier à notre niveau que tout ce qui est mécanique de l'avion, il n'y a pas de problème. Et pourquoi vous êtes deux ? Moi, je suis toute jeune, donc j'apprends le métier. Donc ça fait 2 semaines que je suis là et Vous vous destinez à quel poste, quelle fonction ? en piste, à faire partir les avions, les retours, accueillir les pilotes en piste. Combien d'engins On sont a affectés à la base, hein ? un peu plus de 35. C'est Voilà. moins que ça n'a été, c'est ça ? C'est, oui, certainement moins qu'à une époque, mais c'est très suffisant par rapport à notre plan de charge, parce qu'un avion, vous voyez là la ligne d'avions de vol, et vous voyez que pour faire une bonne activité, si on a déjà 10 avions en ligne, Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites les lignes de vol ? voilà, alors, vous avez vu les avions qu'on est allé voir tout à l'heure, là, ils étaient mis en ligne, donc on appelle ça la ligne d'avion. Tout simplement. Et voilà, donc on les sort du hangar, ils sont disponibles. Si jamais en revanche il y a une panne, il y a un avion qui devient indisponible en cours de journée, eh bien ils sortent un avion du hangar, et sinon ils planifient leur chantier de réparation et de maintenance programmé parfois. C'est très codifié en dépannage, c'est très codifié dans les gestes, comme vous avez pu le voir, et très codifié pour les pilotes. C'est-à-dire qu'on n'improvise pas à chaque fois. La part d'improvisation, ça n'est que l'adaptation à l'aléa. Et il y en a beaucoup en vol. Mais tout ce qui n'est pas de l'aléa, ça va être entraîné et programmé, si vous voulez, dans le disque dur, pour justement que la substance du vol ne se fasse que par rapport à ce qui est en face de nous, l'instant présent, et ça, c'est la capacité de l'équipage. Avant les réacteurs et autres supersoniques, il y a eu le temps des pionniers, celui des vieux coucous dont les collectionneurs raffolent. Mais voilà, pour entretenir ces premiers avions, il faut des spécialistes. Il y en a un seul en France et il vit à Orbigny, en Touraine. Mon père serait là, il vous dirait qu'à l'époque, quand j'ai commencé à 8-10 ans à faire du modèle réduit, plutôt que de faire le dernier modèle réduit à la mode, j'allais dans les tiroirs chercher les vieux nanars tout abîmés et puis je les restaurais pour les faire voler. J'ai toujours aimé tout ce qui était ancien.
Faire voler à nouveau ces merveilles. Imaginées, conçues, réalisées par les pionniers de l'aviation. Oubliez l'aluminium, l'électronique, ici on ne travaille que le bois et la toile. Deux matières qu'il faut des années pour apprivoiser. Celle-là, là, tu l'enlèves comme ça, oui, ok, d'accord. tu la mets en place, normalement tu as juste de quoi passer. C'est comme un puzzle mais qui vole. Jérémy, comme Patrick ou Gilles, a attrapé le virus. Et pour restaurer par exemple les ailes d'un Morane 317, il va mettre plus d'1 an. En fait, la petite aviation, c'est l'avantage, c'est qu'on voit tout. Les avions vivent aussi, parce que les moteurs de cette époque-là, il faut les écouter, il faut suivre un peu ce qu'ils font. Donc c'est vivant, entre guillemets, comme machine. Et Jérémy a découvert son métier grâce à Patrick, qui lui-même a été formé par des spécialistes. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5 à travers le monde capables de redonner vie à ces avions. Dans mon entourage, on a eu vite fait de comprendre que c'était pas mal pour accommoder les pantalons et les chaussettes. Même quand je couds pas ici, je couds à la maison. On est tellement fiers d'avoir fait des structures en bois, d'avoir restauré des nervures, des longerons, des lisses de fuselage, etc. Le jour où on entoile, on cache tout ça. Ça sera plus jamais visible, quoi. Et voilà, il y a un aspect un peu magique à partir du moment où on entoile, ça y est, d'un seul coup, une dérive ressemble à une dérive, une aile ressemble à une aile, un fuselage ressemble à un fuselage. Je pense qu'un avion devient un avion le jour où on commence à l'entoiler. Les gens qui m'ont appris ça il y a 20 ou 30 ans, ils m'ont dit « Ok, mais toi, tu transmettras ». Donc l'idée, c'est que je transmette aussi. Et au fin fond de ma campagne Tourangelle, même si j'adore être ici, c'est pas ici que je vais pouvoir transmettre au maximum. Si vraiment je veux transmettre, c'est échanger avec d'autres musées, échanger avec d'autres professionnels, échanger avec d'autres associations, mettre un maximum d'informations sur Internet, par intermédiaire du site Internet, etc. C'est toujours dans cette optique que les ailes de l'exploit ont été créées. Une association qui réunit des pilotes, des collectionneurs et des jeunes. Chaque samedi, les locaux de l'entreprise s'ouvrent à tous ces passionnés pour des échanges d'infos, des coups de main, ou pour former les plus mordus qui en feront peut-être leur métier. Pour que quelqu'un soit vraiment débrouillé à restaurer des avions, il faut au minimum 10 ans de pratique au sein d'une association ou avec quelqu'un qui connaît bien son métier pour pouvoir ensuite être autonome sur un chantier et pouvoir mener un chantier de A à Z. Je suis un homme d'une autre époque et j'aime les vieux avions. Le Tiger Moth fait partie de notre histoire. Il a permis d'entraîner les pilotes de Spitfire, de Hurricane, de Lancaster. Sans lui, on aurait probablement perdu la dernière guerre. C'est comme si vous apparteniez au ciel quand vous volez. Et parfois, quand il y a des oiseaux qui volent près de vous, vous avez l'impression qu'ils vous acceptent. Parce que comme eux, vous appartenez au ciel. Ce sont des machines, le jour où on arrive à les faire voler, c'est fantastique parce qu'on se dit, voilà, ça y est, après 10 ans de travail acharné et j'en ai bavé et plusieurs fois on a voulu déposer les outils et puis là les autres gars de la sauce sont arrivés en disant, oh non, allez, c'est parti, on est reparti pour un tour, machin et tout. Et on s'auto-alimente les uns les autres et c'est ça qui est sympa, c'est que le jour où l'avion vole, on dit, voilà, bon, l'avion qui vient de décoller, c'est le seul en Europe, quoi. Et donc ça, c'est fantastique. Très lié à la base aérienne, Didier Lecoq se passionne pour l'histoire de l'aviation. Il anime un site internet entièrement dédié à sa passion et connaît tout, ou presque, de l'histoire tourangelle. Quand j'avais 2 ans, j'ai suivi mes parents qui étaient à Orléans et qui sont partis au Bourget. Et le Bourget, c'est difficile d'échapper aux avions. Voilà. Après, il y a eu des rapports plus ou moins proches avec l'aviation. Et puis c'est en revenant en Touraine que je me suis réintéressé à l'aviation, en général en Touraine, et puis fatalement à la base aérienne. Mais le point de départ, c'est quand même en Touraine, c'est l'histoire de l'aviation en Touraine qui m'intéresse.
Quels sont les moyens que vous avez pour retrouver justement toutes ces archives que vous mettez ensuite à disposition? Alors ils sont limités puisque la plupart des archives d'avant la Deuxième Guerre mondiale ont été perdues lors de l'Exode. À mon niveau, c'est chercher la famille d'aviateurs qui peuvent avoir des documents, qui peuvent avoir des carnets de vol. Ce sont en fait des sources d'informations très pointues et finalement très précieuses. Par rapport à cette base aérienne 705, elle a été créée, donc ça va faire 100 ans l'année prochaine. Rappelez-nous pourquoi elle a été mise en place au départ. L'idée de départ, c'est la guerre finalement. Le secrétaire d'État à l'aéronautique à l'époque était René Bénard, qui était le mentor de la gauche en Touraine. Et lorsqu'il a été décidé de construire des écoles d'aviation, il a proposé Tours pour accueillir une école militaire. Et c'est comme ça qu'elle a été ouverte en 1915. L'intérêt de Tours, c'est qu'il fallait avoir des terrains qui soient éloignés du front, faciles d'accès, c'est-à-dire donc il fallait quand même avoir des chemins de fer, il fallait avoir des choses comme ça, pas en plein désert, et surtout avec un terrain très plat. Il se posait dans tous les sens, il décollait dans tous les sens, il pouvait se poser dans le champ voisin, en cas de panne à quelques kilomètres de là. Finalement, c'est la géologie du site qui a fait qu'il est devenu terrain d'implantation de cette base. Oui, et puis le fait aussi qu'il soit facile à retrouver, parce que les aviateurs n'étaient pas au départ des grands navigateurs. Et donc, les premiers, quand ils allaient de Paris vers la frontière espagnole, ils suivaient la ligne de chemin de fer jusqu'à Orléans, ils suivaient la Loire jusqu'à Tours, et après, ils savaient qu'ils avaient la ligne de chemin de fer qui les emmenait dans le sud-ouest, tout bêtement. Hein. Après, ils ont appris à se servir d'une boussole. C'était une des raisons d'être de la formation des pilotes. Mais au départ, c'était ça. C'était vraiment... navigation à vue. Navigation à vue. Quels sont les personnages qui ont marqué l'aviation touraine de manière générale? Quels peuvent être ces personnages-là? Les Tulanes, de manière générale. Que ce soit François Tulane, son frère Joseph, qui a commandé ici le régiment d'aviation, et le fils de François, qui est Jean Tulane, qui est donc l'une des grandes figures de la base aérienne, et puis qui est connu à travers sa campagne à la tête de l'escadrille Normandie-Niemen. Est-ce qu'on peut dire que celui-ci, c'est l'ancêtre de l'Alpha Jet? Oui, puisqu'il était à l'école de Meknes lorsqu'il est arrivé en 1961 à Tours, avec les T-33 que l'on trouve ici également. Pourquoi Meknes au Maroc? Alors au Maroc, parce qu'il fait beau, il fait chaud et on peut voler toute l'année. Et avec la fin des accords avec le Maroc de protectorat, il a fallu rapatrier assez rapidement tous les avions de chasse. Il y en avait à peu près 160 à ramener. Donc oui, c'était énorme. C'est ludique et unique dans le Grand Ouest. À Tours est installé depuis peu un simulateur de vol sur Airbus. Une expérience virtuelle accessible à tous dès l'âge de 12 ans. Si vous avez toujours rêvé de devenir pilote de ligne, entrez dans le cockpit et bon vol. Fox Bravo Lima Papa Tango, autorisé décollage piste 02, montée à 2000 pieds initialement. Alors vas-y, je t'enlève le frein de parking et tu peux mettre plein gaz. Vous êtes dans la réplique exacte d'un cockpit d'A320. Après 20 minutes de briefing, Thomas a les commandes en main, sous le regard d'Evan, pilote-instructeur professionnel. On commence à apercevoir la Loire, donc je te donne pas de cap, tu essaies de t'aligner avec la Loire, donc c'est quasiment un virage à 90 degrés à gauche. Un écran de 180 degrés, 3 vidéoprojecteurs haute définition, 24 000 aéroports accessibles. Tout est conçu pour reproduire les sensations d'un vol réel, y compris les perturbations météorologiques, pour créer des conditions extrêmes. On peut également jouer sur la difficulté des aéroports. Là, on se prépare à atterrir sur l'ancien aéroport de Hong Kong, qui était réputé pour être un des aéroports les plus dangereux au monde. Et notre logiciel permet également de mettre des pannes. On pourrait se créer une panne moteur, un incendie, un problème de dépressurisation. Donc c'est très complet, on peut vraiment imaginer tous les scénarios possibles. Enfant, qui n'a jamais rêvé de prendre les commandes d'un avion? Thomas s'y essaie, avec plaisir, passer les premières appréhensions. C'est un peu impressionnant et un peu déconcertant de voir tous ces instruments à côté de nous. Donc là, on est trop près du terrain, l'avion nous avertit, je coupe les alarmes. Une sensation déjà de hauteur. On peut voir tout de haut, tout petit. Et après, mine de rien, dès qu'on se rapproche du sol, de vitesse et de précision surtout, notamment au moment de l'atterrissage où ça devient quand même relativement très précis et très minutieux en termes d'approche. Ok, on a touché, je te remets plein gaz, on va redécoller. Alternative à l'aspect loisir, ce simulateur permet également de mieux appréhender sa peur de l'avion sous forme de stage.
Quand je suis dans l'avion, je perçois du négatif partout en fait. J'ai peur à tout moment de ce qui peut se produire, etc. Les bruits, même les gens qui sont agités à côté de moi. Donc voilà, un stage comme ça, je pense que ça pourrait vraiment m'aider, me rassurer quelque part. Donc ça c'est en fonction de l'état de la piste, sa longueur, la masse de l'avion, si la piste est mouillée ou non. C'est ça, tout simplement 3 séances de 2 heures où on va aborder tout ce qui est anxiogène à bord de l'avion. Donc sur le fonctionnement de l'avion, les procédures de sécurité à bord, les météos et les pannes possibles également en avion. Donc on est en tête-à-tête avec son instructeur, pilote, pendant 6 heures. En France, 1 personne sur 2 a peur en avion, 1 sur 10 est incapable d'embarquer. Est-ce que vous êtes sensible au mal des transports? Oui. Ouais. Allez, on va commencer. J'ai le cœur qui bat super vite, c'est normal. Oui. Vous entendez les moteurs? Oui, très bien. Waouh! Oula! Quand vous avez le manche, oui. Vous me le dites et je vous donne la main. Là, j'ai la main sur les gaz et j'ai la main sur le manche. Là, je monte. C'est exact. En ce qui vous concerne, quel a été l'élément déclencheur à votre carrière? Est-ce que c'est un rêve d'enfant? Comment vous avez mis un pied dans cette aventure dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Pour répondre à votre question, je pense que je suis un petit peu unique dans ce choix. Je crois qu'une vocation ou un appel comme celui-là, tout le monde l'a avec ses différents ressorts. Moi, j'ai voulu à la fois allier les valeurs, le service du pays, dans une institution qui est au service de notre pays, mais avec un axe qui est celui de la 3e dimension, qui est quelque chose pour moi d'assez fascinant. Et là, je rejoins ma lecture de l'homme. Je pense que dans l'homme, on a une nature un peu supérieure à l'ensemble des êtres vivants qui se déplacent sur cette planète. Et la 3e dimension, pour moi, a vraiment une dimension anthropologique, voire philosophique. Il y a des auteurs, des ouvrages qui ont compté dans votre choix ou dans votre vie ou qui vous ont guidé? Oui, Saint-Exupéry, Terre des Hommes. Voilà. J'ai un peu d'émotion quand j'en parle parce que c'est vraiment mes racines. C'est mon choix, hein, vous l'avez compris. Il a été tardif, il a été... Et effectivement, ce déclic a été certainement fait d'abord parce que je suis dans une famille où il y a ce sens de la nation, puisqu'on a quand même un certain nombre d'officiers. Et mon père était lui-même aviateur. Mais effectivement, ce déclic, je pense, m'est venu un jour, celui de la Terre des Hommes. C'est toujours cet ouvrage et cet auteur, et ce qu'il a pu poser dans Terre des Hommes qui vous guide aujourd'hui? Il y a un avant et un après dans ma vie, après cette lecture, parce qu'il, sous une forme rationnelle et poétique, il développe des sentiments et une lecture de l'homme qui me semble assez unique. Et donc, on a chez Saint-Exupéry, bien sûr, un pilote qui n'était certainement pas, j'imagine, le meilleur d'entre nous, hein, parce que mais qui était cet alliage assez surprenant, assez inimaginable peut-être, de la poésie, de la philosophie et du pilote. Voilà. Et donc, dans Terre des Hommes, le passage qui me marque le plus, c'est celui de Guillaumet. Voilà. Les ressorts internes qu'il a trouvés pour survivre, pour se dépasser, peut-être pour rejoindre encore cette aventure de l'aéropostale. Certainement, il y avait quelque chose derrière, mais il a survécu avec des ressorts qui sont proprement humains, de mon point de vue. Voilà, donc cette phrase, pour moi, résume tout, Terre des Hommes. Ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. Le matin, quand vous prenez votre commandement, quand vous exécutez au quotidien ce travail qui est le vôtre, qu'est-ce qui vous mène, hein? Qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous donne envie de continuer et d'aller plus loin dans votre métier, dans vos convictions? L'intérêt de ce travail, c'est que, bien sûr, il y a quelqu'un qui prend des décisions, mais qui ne peut pas les prendre sans travailler avec ses collaborateurs, comme on dit dans le privé, ou avec ses subordonnés, comme on dit dans l'armée. Et moi, ce qui me motive tous les jours, c'est que mon boulot est toujours différent. Il y a toujours des décisions à prendre et elles se font sur la base de propositions qui me sont faites par mes subordonnés ou mes collaborateurs. Et c'est ça l'intérêt du travail. C'est qu'au quotidien, je travaille avec de l'humain. Voilà. On a beau avoir des systèmes souvent technologiques, on a beau avoir des personnels qui ont été sélectionnés, donc il y a une forme d'élitisme dans notre métier de l'aéronautique. On a beau être dans ce métier-là, il y a au centre de tout système, de toute entreprise, de tout métier, il y a des hommes, exclusivement des hommes. Et aussi parfois des femmes. C'est l'histoire d'une d'entre elles, Solène. Elle a toujours rêvé voler. Elle s'en approche avec le vol à voile. Il est parfois des rêves d'enfant
que l'on vit au quotidien. À 21 ans, Solène fait partie des meilleurs jeunes pilotes de planeurs dans l'Hexagone. J'ai mon père qui en a fait quand il avait mon âge. Et il se trouve que quand il a repris, il m'a demandé si je voulais faire un vol. Et j'ai volé et je suis jamais repartie depuis. J'avais 13 ans à cette époque-là. Décollage au treuil sur le principe du cerf-volant ou avec un avion remorqueur. Et voilà, on est en vol. Le vol à voile offre, une fois les cieux atteints, une liberté unique, singulière, où l'on se joue des courants quotidiens, une quarantaine de pilotes, belges, allemands, écossais. On va regarder à midi, si vous avez envie de faire des 500 km. Car s'il est très technique, le vol à voile permet, dans de bonnes conditions climatiques, de faire par exemple l'aller-retour dans la journée jusqu'au Mont-Saint-Michel. Mais beaucoup apprécient plus particulièrement le survol du Val-de-Loire. C'est le calme, la douceur, la tendresse. C'est ça la campagne tourangelle. C'est vraiment quelque chose de doux, de poétique, de calme. Et le vol à voile est très très adapté à ce vol plaisir, ce vol découverte, ce vol rêveur. Je crois que c'est ça en fait. Il y a beaucoup d'entre nous qui, une fois en l'air, rêvent beaucoup. C'est le rêve de l'oiseau, c'est aussi le rêve de l'homme qui se laisse aller à la tendresse des paysages. Là, on est dans la tour de contrôle de l'armée ou de l'aviation civile? Le contrôle d'aéroport est fait dans cette tour, ici. Ce qu'on appelle là-bas, c'est pour les experts, c'est de l'information de vol. Donc c'est pas le même niveau. Donc les avions, lorsqu'ils décollent et lorsqu'ils se posent, ils sont contrôlés. C'est fait depuis cette tour que vous voyez là. Et donc effectivement, il se trouve que la particularité de cette base aérienne, c'est qu'on a une activité mixte. Et donc il se trouve que nous avons un aéroport civil qui est sur l'emprise militaire avec une convention et qui fait qu'aujourd'hui on a des mouvements commerciaux qui s'intercalent dans notre activité militaire. Et donc je suis responsable ici du contrôle, des secours, des pompiers. Et donc à ce titre, l'activité commerciale, je dirais, se greffe en profitant du fait que nous mettons, nous, ça en œuvre ici sur cette plateforme. Pour aller un peu plus loin dans cette base aérienne sur laquelle on se trouve aujourd'hui, quel est son devenir? Aujourd'hui, un Rafale fait beaucoup plus que ne faisait un Mirage 2000 ou un Mirage F1. Donc, premier effet, c'est la diminution des équipages, du nombre d'équipages à former. Le deuxième effet, c'est qu'on a aujourd'hui une aéronautique, vous le savez, c'est quand même quelque chose qui évolue très vite. Et vous êtes monté dedans, l'Alpha Jet a son âge, comme n'importe quel aéronef. Et donc, on peut avoir une forme de décalage en termes de, je dirais, de technologie par rapport à ce que font les jeunes d'aujourd'hui. L'Alpha Jet pourrait à terme être inadapté. Et dernier facteur, nous avons un besoin, vous le savez, c'est la loi de programmation militaire, c'est les budgets qui se restreignent, on a besoin de se resserrer. Concernant l'avenir de la formation des pilotes de chasse, à terme, cette formation se fera à Cognac. Ça, bien sûr, l'avenir, malheureusement, je ne le connais pas précisément, personne ne le connaît, il sera défini par la contrainte budgétaire. Voilà, on va quitter le tarmac et ses mythiques Alpha Jet pour se retrouver dès la semaine prochaine dans de nouvelles aventures ligériennes. N'oubliez pas, l'année prochaine, cette belle demoiselle fêtera son 100e anniversaire. Cette base aérienne 705. À très bientôt, au revoir. Et voilà,